Enfoncez les clous, soldats, que notre hôte puisse voir notre bonne justice romaine à l'œuvre. » L'homme qui venait de parler resserra la toche pourpre autour de son corps puissamment charpenté et se cala dans son siège officiel de la même façon qu'il aurait pu prendre place au Circus Maximus pour se divertir du fracas des épées des gladiateurs. Le moindre de ses gestes exsudait la pleine conscience qu'il avait de son pouvoir. Une fierté sans cesse aiguisée était nécessaire à la satisfaction romaine, et Titus Sulla avait toutes les raisons d'être fier, car il était gouverneur militaire d'Herboracum et relevait de la seule autorité de l'empereur de Rome. C'était un homme robuste de taille moyenne, avec les traits de rapace d'un Romain de souche pure. Ses lèvres pleines étaient à présent incurvées dans un sourire moqueur, rajoutant à la morgue de son air naturellement hautain. D'une allure toute militaire, il portait la cuirasse aux écailles dorées et la plaque pectorale ciselée qui étaient les insignes de son rang. Un glaive pendait à sa ceinture et son casque argenté au cimier à plumes était posé sur un de ses genoux. Derrière lui se tenait un groupe de soldats impassibles, armés de lances et de boucliers, des titans blonds, originaires de Rhénanie. En face de lui se déroulait le spectacle qui lui procurait apparemment tant de plaisir. Une scène qui n'avait rien de rare sur les vastes territoires de Rome. Une croix grossière était posée à plat sur la terre rase. Un homme à demi nu y était attaché. Il présentait un aspect sauvage, avec ses membres noueux, ses yeux luisants et sa tignasse hirsute de cheveux emmêlés. Ses bourreaux étaient des soldats romains, qui s'apprêtaient à clouer les mains et les pieds de leurs victimes à la croix de bois, à l'aide de lourdes masses et de clous de fer. Ceux qui assistaient à ce répugnant spectacle, au milieu de la sinistre place des exécutions, située à l'extérieur de l'enceinte de la ville, n'étaient pas nombreux. Le gouverneur et ses gardes aux aguets, quelques jeunes officiers romains, et l'homme que Titus Sulla avait appelé son hôte. Celui-ci se tenait immobile tel une statue de bronze, et restait silencieux. Comparée à la splendeur rutilante du Romain, la tenue sobre de l'homme semblait terne, presque ténébreuse. Il était mat de peau, mais ne ressemblait pas au latin qui l'entourait. Rien en lui n'évoquait la sensualité chaude, presque orientale, de la Méditerranée qui colorait leur teint. Les traits des barbares blonds derrière le siège de Sulla étaient moins différents des siens que ceux des Romains. Ses lèvres n'étaient pas rouges, pleines et incurvées. Pas d'opulentes boucles ondoyantes dans sa chevelure, à la façon grecque. Sa peau foncée n'était pas la couleur olive du sud. Elle évoquait plutôt l'obscurité sépulcrale du nord. Tout en lui suggérait vaguement les brumes envahies par les ombres, la morosité et les vents glacés des régions septentrionales désolées. Même ses yeux noirs étaient sauvagement froids, pareils à de sombres feux couvant sous des brasses de glace. Il était seulement de taille moyenne, mais il y avait quelque chose en lui qui transcendait son apparence trapue, une sorte de vitalité innée et indomptable, comparable seulement à celle d'un loup ou d'une panthère. Tout cela transparaissait dans chacune des lignes de son corps souple et compact, dans ses cheveux raides et droits, sur ses lèvres fines et l'allure rapace de sa tête posée sur son cou noueux, dans ses épaules larges et carrées, dans son torse bombé, ses hanches émaciées, ses pieds étroits. Bâti avec l'économie sauvage d'une panthère, il était une statue prête à exploser, que seule une volonté d'acier maintenait immobile. À ses pieds était accroupi un homme à la couleur de peau identique, mais là s'arrêtait la ressemblance. Cet autre était un géant rabougri aux membres noueux, au corps épais, au front bas et fuyant, de qui émanait une expression de férocité brute, à présent visiblement teintée de peur. Si l'homme sur la croix ressemblait d'une façon tribale à celui que Titus avait appelé son hôte, son physique se rapprochait bien plus de celui qui était accroupi. « Eh bien, parta Macortna !» lança le gouverneur dans un affront calculé. « Quand tu retourneras à ta tribu, tu pourras parler de la justice de Rome qui règne sur le sud. »« J'aurai une histoire à raconter, » répondit l'autre d'une voix où ne perçait nulle émotion. Tout comme son visage sombre, entraîné à rester immobile, ne révélait rien de la tempête qui faisait rage dans son âme. « La justice pour tous ceux qui sont sous l'autorité de Rome, » déclara Sulla. « Pax Romana ! Récompense pour la vertu, châtiment pour les torts !» dit-il, riant sous cape de sa propre noire hypocrisie, avant de poursuivre. « Tu vois, émissaire du royaume picte, avec quelle célérité Rome punit celui qui a transgressé la loi. »« Je vois, » répondit le Picte d'une voix qu'une colère puissamment réfrénée rendait sourde de menaces.
que le sujet d'un roi étranger est traité comme s'il s'agissait d'un esclave romain. Il a été jugé et condamné par une cour impartiale, rétorqua Sulla. Effectivement, l'accusateur était romain, comme les témoins et le juge. Coupable de meurtre, dans un moment de colère, il a terrassé un marchand qui l'avait abusé, trompé, volé, et ajoutant l'insulte à la blessure, frappé. Le roi de cet homme n'est-il qu'un chien pour que Rome crucifie ses sujets selon son bon vouloir, après les avoir fait condamner par des tribunaux romains? Son roi aurait-il été trop faible ou trop stupide pour rendre justice s'il en avait été informé et que des charges formelles aient été amenées contre l'offenseur? Eh bien, dit Sulla avec cynisme, tu peux informer Bran Mak Morn toi-même. Rome, mon ami, ne rend aucun compte de ses actes à des rois barbares. Lorsque les sauvages viennent parmi nous, qu'ils agissent avec discernement ou qu'ils pâtissent des conséquences. Le Picte referma ses mâchoires de fer avec un claquement sec qui fit comprendre à Sulla que l'aiguillonner un peu plus n'amènerait nulle réponse. Le Romain fit un signe au bourreau. L'un d'eux saisit un clou et, plaçant celui-ci sur le poignet épais de sa victime, donna un puissant coup. La pointe de fer s'enfonça profondément dans la chair, broyant les os. Les lèvres du supplicié se tordirent, mais aucune plainte ne s'en échappa. Tel un loup pris au piège et qui s'attaque à sa cage, la victime immobilisée se tordit et se débattit instinctivement. Les veines saillirent de ses tempes, la sueur vint perler sur son front bas, les muscles de ses bras et de ses jambes se contractèrent et se nouèrent. Les coups de marteau s'abattaient, inexorablement, enfonçant les pointes cruelles toujours un peu plus loin à travers les poignets et les chevilles. Du sang s'écoulait en flots noirs sur les mains qui tenaient les clous, maculant la croix, et on entendit distinctement le craquement des os. Pourtant le supplicié ne laissait échapper aucun cri, bien que ses lèvres noircies se soient retroussées jusqu'à laisser apparaître les gencives et que sa tête velue se balance involontairement de droite à gauche. L'homme appelé Parta Makortna se tenait immobile comme une statue de fer. Ses yeux brûlaient au milieu de son visage impénétrable, son corps entier rigide sous la pression du contrôle d'acier qu'il exerçait sur lui-même. À ses pieds était recroquevillé son serviteur contrefait, détournant les yeux de la sinistre scène, les bras vissés autour des genoux de son maître, en une prise d'acier, tandis qu'il ne cessait de marmonner, comme s'il faisait une invocation. Le dernier coup s'abattit, les cordes qui maintenaient les bras et les jambes de l'homme furent sectionnées, et il ne fut plus retenu que par les clous. Il avait cessé de se débattre, car cela n'avait eu pour effet que de déchirer un peu plus ses chairs meurtries par les clous. Ses yeux noirs et brillants n'étaient pas vitreux, et n'avaient pas quitté le visage de l'homme appelé Parta Makortna. Au fond de ceux-ci subsistait l'ombre d'un espoir désespéré. À présent les soldats soulevaient la croix, et ils en enfoncèrent la base dans le trou préparé à cet effet. Ils piétinèrent la terre tout autour, afin que la croix reste bien à la verticale. Le Picte pendait entre ciel et terre, suspendu par les clous enfoncés dans sa chair, mais nul son ne s'était encore échappé de ses lèvres. Ses yeux étaient toujours rivés sur le visage sombre de l'émissaire, mais la lueur d'espoir commençait à s'estomper. « Il vivra pendant des jours, » annonça joyeusement Sulla. « Ces Pictes sont plus coriaces à tuer que des chats. Je vais ordonner à 10 hommes de monter la garde jour et nuit, que personne ne vienne le descendre avant qu'il meure. Holà, Valerius, en l'honneur de notre estimé voisin, le roi Bran Mak Morn, donne-lui une coupe de vin. » Dans un éclat de rire, le jeune officier s'avança, tenant une coupe de vin remplie à ras-bord. Il se dressa sur la pointe des pieds et la tendit vers les lèvres desséchées du supplicié. Une vague écarlate d'inextinguible fureur jaillit au fond des yeux noirs. Tordant la tête de côté, de façon à éviter de ne serait-ce que toucher la coupe, il cracha en plein dans les yeux du jeune Romain. Valerius poussa un juron et jeta la coupe à terre. Avant que quiconque ait pu l'arrêter, il dégaina violemment son épée et l'enfonça dans le corps de l'homme. Sulla se redressa avec une imprécation impérieuse, visiblement courroucé. L'homme appelé Parta Makortna avait violemment sursauté, s'était mordu les lèvres, mais n'avait rien dit. Valerius paraissait surpris de son propre geste, tandis qu'il nettoyait sa lame d'un air maussade. Il avait agi de façon instinctive.
après avoir été insulté dans sa fierté romaine, la seule chose qui lui soit insupportable. « Rends ton épée, jeune homme !» s'exclama Sulla. « Centurion Publius, mets-le aux arrêts. Quelques jours dans une cellule au pain rassis et à l'eau croupie t'apprendront à dominer ta fierté de patricien quand il s'agit de faire ce que l'Empire te dicte de faire. Voyons, jeune imbécile, ne vois-tu pas que tu n'aurais pu faire plus beau cadeau à ce chien qui ne préférait une mort rapide par l'épée à la lente agonie sur la croix? Emmenez-le! Et toi, centurion, veille à ce que des gardes restent près de la croix, afin que le cadavre ne soit pas descendu avant que les corbeaux l'aient écorché jusqu'aux os. Parta Macortna. Je me rends à un banquet à la demeure de Démétrius. Ne veux-tu pas m'accompagner ? L'émissaire secoua la tête, ses yeux rivés sur la forme inerte qui pendait mollement de la croix maculée de taches noires. Il ne répondit pas. Sulla eut un sourire narquois, puis se leva et s'éloigna à grands pas, suivi de son secrétaire qui portait cérémonieusement le siège ouvragé et des soldats impassibles qui entouraient Valerius, ce dernier, la tête enfoncée entre ses épaules. L'homme appelé Parta Macortna jeta un ample pan de sa cape par-dessus son épaule, s'immobilisa un instant pour regarder la sinistre croix alourdie de son fardeau qui se découpait sombrement sur les cieux empourprés dans lesquels s'amoncelaient les nuages de la nuit. Puis il s'éloigna à son tour, suivi de son serviteur silencieux. L'homme appelé Parta Macortna arpentait comme un tigre en cage une pièce intérieure d'Eboracum. Ses pieds chaussés de sandales ne faisaient aucun bruit sur les dalles de marbre. « Grom !» dit-il en se tournant vers le serviteur aux membres noueux. « Je sais bien pourquoi tu as serré si fortement mes genoux. Pourquoi tu marmonnais une supplique à la femme de la lune. Tu craignais que je perde mon sang-froid et que je fasse une tentative désespérée pour aller délivrer ce pauvre diable. Par les dieux, je pense que ce chien de Romain n'attendait que cela. Ces molosses bardés d'acier avaient les yeux rivés sur moi, je le sais. Il m'a été plus difficile que d'ordinaire de ne pas céder à son piège. Dieu noir et blanc, sombre et clair, s'exclama-t-il en secouant ses poings fermés au-dessus de sa tête, emporté par le torrent noir de sa passion. Rester debout et immobile, à voir un de mes hommes mutilé sur une croix romaine, sans justice et sans autre procès que cette farce. Dieu noir de Herlier, j'invoquerai jusqu'à vous pour apporter ruine et destruction à ces bouchers. Je jure par les êtres sans nom que des hommes mourront en hurlant pour répondre de cet acte, et que Rome criera telle une femme qui pose le pied sur une vipère dans le noir. »« Il savait qui tu étais, maître, » dit Grom. L'autre baissa la tête et se voila les yeux dans un geste de violente douleur. « Son regard me hantera le jour où je serai étendu à l'agonie. Oui, il savait qui j'étais, et presque jusqu'à la fin, j'ai lu dans ses yeux l'espoir que je puisse lui venir en aide. Dieux et démons, si Rome peut massacrer mes sujets sous mes propres yeux, alors je ne suis plus un roi, mais un chien. »« Pas si fort, au nom de tous les dieux, » s'exclama Grom, terrifié. « Si ces Romains venaient à douter que tu es Bran MacMorn, ils te crucifieraient à côté de leur autre victime. »« Ils le sauront sous peu, » répondit sombrement le roi. « Je suis resté trop longtemps ici, déguisé en émissaire, à espionner mes ennemis. Ils ont pensé pouvoir jouer avec moi, ces Romains, ne masquant leur dédain et leur mépris que sous leur sarcasme raffiné. Rome fait preuve de courtoisie envers les ambassadeurs barbares. Il nous donne de belles demeures pour nous loger, nous offre des esclaves, nous encourage à la bassesse avec des femmes, de l'or, du vin et des jeux, mais ils ne cessent pas pour autant de se moquer de nous. Leur politesse même est une insulte, et parfois, comme aujourd'hui, leur mépris fait voler leur vernis de courtoisie en éclats. Bah, j'ai bien vu qu'ils essayaient de me prendre au piège. Je suis resté calme et imperturbable, et j'ai encaissé leurs insultes calculées sans broncher. Mais ceci, par les démons de l'enfer, ceci va au-delà de ce qu'un homme peut accepter. Ceux de mon peuple s'en remettent à moi. Si je leur fais défaut, ne serait-ce qu'au plus vil de mes sujets, alors qui les aidera? Vers qui pourront-ils se tourner? Par les dieux, je répondrai au sarcasme de ces chiens de Romains avec des flèches noires et de l'acier tranchant. »« Et le chef avec les plumes,
demanda Grom, faisant allusion au gouverneur, d'un ton où les sonorités gutturales le disputaient à sa frénésie sanguinaire. « Il meurt ?» rajouta-t-il en faisant jaillir sa lame d'acier. Bran fronça les sourcils. Plus facile à dire qu'à faire. Il mourra. Mais comment puis-je l'atteindre ? La journée, ses gardes germains surveillent ses arrières, et de nuit, il veille devant sa porte et sa fenêtre. Il a beaucoup d'ennemis, romains comme barbares. Nombreux sont les Bretons qui lui trancheraient volontiers la gorge. Grom saisit Bran par ses vêtements, et son impatience féroce le fit trébucher sur ses mots, comme il brisait les chaînes de sa nature taciturne. « Laisse-moi le faire, maître. Ma vie ne vaut rien. Je lui enfoncerai ma lame au milieu de ses guerriers. » Bran eut un sourire farouche et abattit sa main sur l'épaule du géant rabougri avec une force qui aurait terrassé tout autre de moindre constitution. « Non, vieux chien de guerre, j'ai trop besoin de toi. Tu ne gaspilleras pas ta vie en vain. De plus, celui-là lirait tes intentions au fond de tes yeux, et les javelines de ses teutons t'auraient transpercé avant que tu aies pu l'atteindre. Ce n'est pas avec une dague dans le noir que nous frapperons ce Romain, pas avec du venin dans une coupe, ni d'un jet de lance au cours d'une embuscade. » Le roi se tourna et arpenta la pièce un moment, tête penchée, plongé dans ses pensées. Ses yeux sombres se troublèrent quelque peu à une idée si terrifiante qu'il ne la soumit pas à voix haute au guerrier qui patientait à ses côtés. « Je me suis bien familiarisé avec le dédale de la vie politique romaine depuis mon arrivée dans ce maudit tas de boue et de marbre, dit-il. En cas de guerre sur le mur, Titus Sulla, en sa qualité de gouverneur de cette province, est censé s'y rendre en toute hâte avec ses centuries. Mais Sulla ne le fait pas. Ce n'est pas un pleutre, mais les plus braves évitent certaines choses. Tout homme, si courageux soit-il, a des peurs qui lui sont personnelles. Il envoie donc Caius Camillus à sa place, lui qui en temps de paix patrouille dans les marécages de l'Ouest, de crainte que les Bretons franchissent la frontière. Et Sulla prend alors sa place à la tour de Trajan. Ha ! Il pivota rapidement sur lui-même et saisit Grom avec ses doigts d'acier. Grom, prends les talons roux et pars au galop vers le nord. Ne laisse pas l'herbe pousser sous les sabots de ta monture. Rejoins Cormac Naconact et dis-lui de passer la frontière par le fer et la torche. Que ces gaëls sauvages se repaissent de massacres. Je le rejoindrai dans quelque temps. Mais tout d'abord, j'ai affaire dans l'Ouest. » Les yeux noirs de Grom s'illuminèrent, et il eut un geste enflammé de sa main tordue, en un mouvement instinctif de sauvagerie. Bran produisit un lourd seau de bronze dessous sa tunique. « Ceci est mon sauf-conduit en tant qu'émissaire auprès des cours de justice romaines, » dit-il sur un ton sinistre. « Elle t'ouvrira toutes les portes entre cette demeure et Baldor. Si un personnage officiel te pose trop de questions gênantes, voilà. » Il souleva le couvercle d'un coffre au fermoir de fer et en sortit une bourse de cuir, petite et lourde, qu'il déposa dans la main du guerrier. « Lorsqu'aucune clé ne permet d'ouvrir une porte, dit-il, utilise une clé en or. À présent, pars !» Le roi barbare et son sujet se séparèrent sans cérémonial. Grom leva son bras en l'air en signe de salut, puis il se retourna et s'éloigna en hâte. Bran s'avança jusqu'à une fenêtre munie de barreaux et posa son regard sur les rues éclairées par la clarté lunaire. « Attendre que la lune se couche, » marmonna-t-il sombrement. « Puis je prendrai la route qui mène en enfer. Mais avant de partir, il y a une dette dont je dois m'acquitter. » Le cliquetis étouffé d'un sabot sur les pavés parvint à ses oreilles. « Avec le sauf-conduit et de l'or, pas même Rome ne saurait retenir un maraudeur picte, » poursuivit le roi. « Je vais aller dormir jusqu'à ce que la lune soit couchée. » Lâchant un grognement à la vue du marbre orné de frises et des colonnes flûtées, symbole de Rome, Bran se jeta sur une couche dont il avait depuis longtemps arraché les coussins et les soieries, trop douillées pour son corps dur. La haine et une rage noire de vengeance bouillonnaient en lui. Pourtant il s'endormit sur le champ. La première leçon qu'il avait apprise dans sa vie âpre et amère était de grappiller un peu de sommeil dès que l'occasion s'en présentait, tel un loup qui prend quelques instants pour dormir alors même qu'il traque une proie. Son sommeil était habituellement aussi léger et dépourvu de rêves que celui d'une panthère, mais il en alla différemment ce soir-là.
il sombra dans les profondeurs cotonneuses et grisâtres du sommeil. Et dans le brumeux royaume des ombres rencontra la grande silhouette décharnée, à barbe blanche, du vieux Gonard, prêtre de la lune et grand conseiller du roi. Et Bran fut saisi de crainte, car le visage de Gonard était aussi blanc qu'une congère, et il tremblait, comme sous l'emprise de la fièvre. Bran ne pouvait qu'être terrifié, car de toute son existence, il n'avait jamais encore vu Gonard le sage montrer le moindre signe de peur. « Qu'y a-t-il, l'ancien » demanda le roi. « Tout va bien à Baldor ?»« Tout va bien à Baldor, où mon corps gît endormi, » répondit le vieux Gonard. « À travers le vide, je suis venu lutter avec toi pour sauver ton âme. Roi, es-tu fou? Cette pensée qui t'a traversé l'esprit. » « Gonard, » répondit sombrement Bran, « aujourd'hui je suis resté immobile, à voir un de mes sujets mourir sur la croix de Rome. Son nom ou son rang me sont inconnus. Peu m'importe, il était peut-être un de mes fidèles guerriers, ou bien un hors-la-loi. Je sais simplement que c'était un de mes sujets. Les premières odeurs qu'il a connues étaient celles de la bruyère. La première fois qu'il a vu la lumière, c'était le lever du soleil sur les collines Pictes. Il était l'un des miens, pas un sujet de Rome. Si son châtiment était mérité, alors nul autre que moi ne devait le lui infliger. S'il devait être jugé, nul autre que moi n'aurait dû le faire. Un sang identique coulait dans nos veines, le même feu brûlait dans nos cerveaux. Du temps de notre enfance, nous avons entendu les mêmes histoires, et dans notre jeunesse, nous avons entonné les mêmes anciens chants. Il était lié aux fibres de mon cœur, comme chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la terre des Pictes y est lié. C'était à moi de le protéger, et à présent, c'est à moi de le venger. « Mais au nom des dieux, Bran, » s'exclama le sorcier, « accomplis ta vengeance d'une autre façon. Reviens dans la bruyère, rassemble tes guerriers, fais alliance avec Cormac et ses Gaëls, et fais couler un torrent de sang et de flammes sur toute la longueur du mur. »« Je ferai tout cela plus tard, » répondit sombrement Bran. « Mais pour l'heure, maintenant, ma vengeance va être telle que nul Romain ne l'a jamais imaginée. Ah, que savent-ils des mystères de cette île ancienne qui abritait une vie étrange, bien avant que Rome s'élève des marécages du Tibre. Bran, certaines armes sont trop impures pour qu'on s'en serve, même contre Rome. » Bran eut un aboiement aussi bref et sec que celui d'un chacal. « Ah, il n'est aucune arme que je n'utiliserai pas contre Rome. Je suis acculé. Par le sang des démons, Rome m'a-t-elle combattu loyalement? Bah, je suis un roi barbare avec un manteau en peau de loup et une couronne de fer, et je me bats avec une poignée d'arcs et de pieux brisés contre la reine du monde. Qu'ai-je pour moi? Les collines de bruyère? Les cabanes de torchis? Les lances de mes hommes de tribu aux cheveux en broussailles? Et je me bats contre Rome, avec ses légions cuirassées, ses vastes plaines fertiles et ses mers opulentes, ses montagnes, ses rivières et ses cités étincelantes, sa richesse, son acier, son or, sa domination et sa fureur. Je la combattrai par l'acier et le feu, et aussi par la subtilité et la trahison, par l'épine dans le pied, la vipère sur le sentier, le venin dans la coupe, le poignard dans l'obscurité, oui. Sa voix prit une teinte grave. Et par les vers de la terre. « Mais c'est de la folie !» s'écria Gonard. « Tu périras dans ce que tu comptes faire, tu descendras en enfer, et tu n'en reviendras pas. Et qu'adviendra-t-il de tes sujets ?»« Si je ne puis les servir, alors autant mourir, » grogna le roi. « Mais tu ne peux même pas atteindre les êtres que tu cherches à contacter !» s'exclama Gonard. « Depuis des siècles innombrables, ils vivent à l'écart. Il n'existe aucune porte par laquelle tu peux les trouver. Il y a bien longtemps, ils ont coupé les liens qui les attachaient à notre monde. » « Un jour lointain, » répondit sombrement Bran, « tu m'as dit que rien dans l'univers n'était séparé du courant de la vie. Une maxime dont j'ai souvent eu l'occasion de vérifier la véracité. Aucune race, aucune forme de vie ne peut exister sans être rattachée d'une manière ou d'une autre au reste de la vie et du monde. Quelque part, il existe un lien ténu qui fait la jonction entre ce que je cherche et le monde dans lequel je vis.
Il y a une porte, et quelque part au milieu des marécages désolés de l'ouest, je la trouverai. » Une horreur absolue inonda les yeux de Gonard, qui se recula en s'écriant « Malheur à tous les Pictes et à leur pays, au royaume qui n'est pas encore né. Noir malheur à tous les fils des hommes. Malheur, malheur !» Bran se réveilla dans sa chambre noyée de ténèbres. La lumière des étoiles brillait sur les barreaux de sa fenêtre. La lune avait disparu, même si on discernait légèrement sa lueur au-dessus des toits. Il tressaillit en se rappelant son rêve, et il poussa un juron étouffé. Il se leva et se débarrassa de sa cape et de son manteau. Il enfila une cotte de mailles légère et sombre, ajusta sa ceinture à laquelle il attacha son épée et son poignard. Il se rapprocha du coffre au fermoir de fer, d'où il prit plusieurs sacs compacts, dont il déversa le contenu dans la bourse de cuir qui pendait de sa ceinture. Il ramena son ample cape autour de ses épaules et quitta la maison en silence. Il n'y avait aucun serviteur pour l'espionner. Il avait refusé avec un geste d'impatience les esclaves que Rome avait coutume d'offrir à ses émissaires barbares. Grom le contrefait avait subvenu à tous les besoins simples de Bran. Les écuries faisaient face à la cour intérieure. Bran tâtonna quelques instants dans l'obscurité avant de poser sa main sur le naseau d'un grand étalon, l'empêchant de pousser un léger hennissement de reconnaissance. Œuvrant sans aucune lumière, il brida et scella rapidement le grand animal sauvage, traversa la cour et guida sa monture jusqu'à une ruelle transversale, plongée dans les ténèbres. La lune se couchait, et les ombres flottantes s'amoncelaient sur le mur ouest. Sous les étoiles froides, le silence régnait sur les palais de marbre et les taudis de boue des Boracom. Bran posa la main sur la petite bourse qui pendait à sa ceinture, alourdie de pièces d'or frappées du sceau de Rome. Il était venu à Eboracom sous l'identité d'un émissaire des tribus pictes, afin de se livrer à l'espionnage. Mais, étant un barbare, il s'était retrouvé incapable de jouer son rôle et de garder une distance étudiée et une dignité sereine. Il gardait en mémoire les fêtes insensées où le vin coulait à flots dans les fontaines, les femmes romaines aux seins blancs, rassasiées de leurs amants civilisés, qui posaient un regard plus qu'envieux sur un barbare viril, les combats de gladiateurs et les jeux où les dés roulaient et cliquetaient, tandis que des piles d'or changeaient de propriétaire. Il avait beaucoup bu et joué sans raison, à la façon des barbares, et avait eu une chance remarquable, peut-être du fait de son indifférence à gagner ou à perdre. Pour les Pictes, l'or n'était que poussière glissante entre les doigts. On n'en avait pas besoin dans son pays. Bran avait cependant compris le pouvoir dont jouissait ce métal dans le monde civilisé. Il s'avança jusqu'à se retrouver pratiquement dans l'ombre du mur d'enceinte nord-ouest, et aperçut devant lui la grande tour de guet qui tout à la fois dominait le mur de la forteresse et était reliée à lui. L'angle le plus éloigné du mur de cette tour faisait office de prison. Bran laissa son cheval dans une allée obscure, reine pendante, et se glissa tel un loup en maraude à la faveur de l'ombre portée de la forteresse. Valerius, le jeune officier, fut tiré d'un sommeil léger et agité par un bruit furtif sur les barreaux de sa fenêtre. Il se redressa, poussant un juron étouffé, comme la faible lueur des étoiles qui projetaient l'ombre des barreaux sur le sol de pierre nue lui rappelait sa disgrâce. Il ruminait ses pensées, se disant que d'ici quelques jours, tout cela serait derrière lui. Celui-là ne se montrerait pas trop dur avec quelqu'un qui avait autant de connaissances en haut lieu que lui, qu'un homme ou une femme vienne seulement se moquer de lui. Mais attends, se dit-il soudain, se souvenant du bruit qui l'avait réveillé. Sst, l'appela quelqu'un depuis la fenêtre. Pourquoi tant de secrets? Il n'y avait guère de chance qu'il s'agisse d'un ennemi. Et pourtant, pourquoi aurait-il s'agi d'un ami? Valerius se leva et traversa sa cellule, se rapprochant de la fenêtre. Tout était sombre à l'extérieur, et il ne put voir qu'une forme indistincte. « Qui est là ?» demanda-t-il en se collant au barreau, plissant les yeux pour essayer d'y voir dans la pénombre. Pour toute réponse, il n'obtint qu'un bref ricanement féroce, et un long éclair d'acier étincela à la lueur des étoiles. Valerius recula en chancelant et s'écroula au sol, ses mains serrant spasmodiquement sa gorge et émettant d'horribles gargouillis comme il tentait de hurler. Du sang giclait d'entre ses doigts, et autour de son corps agité de soubresauts se formait une mare rouge foncée qui luisait légèrement.
Bran s'éclipsa comme une ombre, sans prendre le temps de regarder à l'intérieur de la cellule. D'ici une minute, les gardes effectuant leur ronde seraient à l'angle du mur. Déjà, il entendait les pas cadencés de leurs pieds chaussés de fer. Avant qu'ils soient en vue, il avait disparu, et ils dépassèrent de leurs pas lourds la fenêtre, sans se douter qu'un cadavre était allongé à l'intérieur de la cellule. Bran partit en cheval en direction de la poterne du mur ouest. La sentinelle assoupie ne le héla pas. Quelle crainte d'une invasion étrangère y avait-il à Eboracum? De plus, certaines bandes organisées et des voleurs de femmes payaient grassement les sentinelles pour qu'elles ne soient pas trop vigilantes. L'unique garde de la porte ouest, ses compagnons étaient ivres dans un bordel tout proche, leva sa lance et beugla un qui-vive. Le Picte approcha sa monture sans dire un mot. Masqué par sa cape sombre, il paraissait indistinct et sinistre aux Romains, qui ne discernaient que l'éclat de ses yeux froids dans la pénombre. Mais Bran tendit sa main dans la clarté des étoiles, et le soldat aperçut le reflet de l'or. Dans l'autre main, il vit un long éclair d'acier. Il comprit et n'hésita pas. Entre le pot de vin doré et un combat à mort avec ce cavalier inconnu, qui était apparemment une espèce de barbare, il n'y avait pas à réfléchir. Il poussa un grognement, abaissa sa lance et ouvrit la porte. Bran la franchit, jetant une poignée de pièces aux Romains. Celles-ci tombèrent à ses pieds dans une pluie dorée, tintinabulant sur les pavés. Il se pencha dans son avarice cupide pour s'en emparer, et Bran Mak Morn partit au galop vers l'ouest, tel un fantôme volant dans la nuit. Bran Mak Morn arriva dans les sombres marécages de l'ouest. Un vent glacial soufflait sur l'étendue désolée et sinistre. Quelques hérons battaient lourdement leurs ailes dans le ciel gris. Les longs roseaux et les herbes des marais ondulaient irrégulièrement. À l'autre bout de ce paysage morne, quelques mares stagnantes reflétaient la lumière terne. Çà et là se dressaient des tertres curieusement réguliers. Bran aperçut un alignement de mégalithes qui se profilaient sur le ciel blafard. Des menhirs, érigés par quelques mains inconnues. Formant une ligne bleutée tout au loin à l'ouest, se dressaient les premiers contreforts de ce qui devenait, au-delà de l'horizon, les montagnes sauvages du pays de Galles, toujours peuplées de tribus celtes insoumises. Des hommes féroces aux yeux bleus, qui ne connaissaient pas le joug de Rome. Une série de tours de guet aux garnisons importantes les maintenait à l'écart, et loin devant lui, à l'autre bout des marécages, Bran aperçut la forteresse inexpugnable que l'on appelait Tour de Trajan. Ces étendues stériles semblaient être l'incarnation de la désolation la plus totale, et pourtant la vie humaine n'en était pas totalement absente. Bran rencontra les silencieux hommes des marais, craintifs, aux yeux et aux cheveux foncés, et dont l'étrange langue bâtarde avait depuis bien longtemps oublié les sources distinctes dont elle était issue. Bran ressentit une certaine parenté avec eux, mais il les considéra avec tout le mépris que peut éprouver un patricien de sang pur envers les hommes au sang mêlé. Les gens du peuple de Calédonie n'étaient pas pour autant de sang pur. Ils devaient leur corps trapu et leurs membres épais à une race teutonique primitive, qui s'était aventurée à la pointe nord de l'île avant même que les Celtes aient achevé leur conquête de la Bretagne. Ils avaient depuis lors été absorbés par les Pictes, mais les chefs du peuple de Bran s'étaient préservés de la souillure du sang étranger depuis la nuit des temps, et il était lui-même un pur représentant de la vieille race des Pictes. Ces hommes des marais, en revanche, successivement vaincus par les envahisseurs bretons, gaéliques et romains, avaient assimilé le sang de chacun de ces peuples, et par là même oublié leur langue originelle et leur lignage. Car Bran était issu d'une très ancienne race qui s'était disséminée sur toute l'Europe occidentale pour former un vaste empire d'hommes à la peau sombre, avant la venue des Ariens, alors que les ancêtres des Celtes, des Hellènes et des Germains ne constituaient encore qu'un peuple unique et primitif, avant que les tribus se scindent et entreprennent leur migration vers l'ouest. Il n'y avait qu'en Calédonie, ruminait Bran, que sa race avait résisté au torrent de la conquête arienne. Il avait entendu parler de peuples pictes que l'on appelait les Basques, et qui affirmaient être restés invaincus dans leurs ravins des Pyrénées. Mais il savait que ceux-ci avaient payé tribut pendant des siècles aux ancêtres des Gaëls, avant que ces envahisseurs celtes abandonnent leur royaume montagneux pour faire voile vers l'Irlande. Seuls les Pictes de Calédonie étaient restés libres, dispersés en petites tribus, continuellement en guerre les unes contre les autres. Il était le premier roi reconnu en tant que tel depuis 500 ans, le premier d'une nouvelle dynastie. Non, la résurgence d'une ancienne dynastie sous un nouveau nom.
Il rêvait ses rêves d'empire alors qu'il était sous la menace perpétuelle de Rome. Il erra à travers les marécages à la recherche d'une porte. Il ne dit rien de sa quête aux hommes des marais. Ils lui apportèrent des nouvelles glanées de bouche à oreille. On parlait de guerre dans le nord, du son aigu des cornemuses près du mur qui serpentait sur la frontière, des feux dans la bruyère, autour desquels se rassemblaient les hommes, des flammes, de la fumée et des pillages des Gaëls qui abreuvaient leurs lames dans une mer écarlate de carnage. Les aigles marchaient vers le nord, et la route ancienne résonnait du pas cadencé des légions. Bran, dans les marécages de l'ouest, Henri d'Èze. À Eboracum, Titus Sulla donna l'ordre secret de faire rechercher l'émissaire picte, au nom gaélique, sur lequel pesaient les soupçons, et qui avait disparu la nuit même où Valerius avait été retrouvé mort dans sa cellule, la gorge tranchée. Sulla pressentait que cette soudaine flambée de violence sur le mur était étroitement liée à son ordre d'exécuter un picte condamné pour ses crimes, et il mit à l'ouvrage son réseau d'espions, même s'il était sûr que Parthama-Kotna était à présent bien loin et hors d'atteinte. Il se prépara à quitter Eboracum, mais il n'accompagna cependant pas les nombreuses troupes qu'il envoyait vers le nord. Sulla était un homme courageux, mais à chacun sa peur, et celle de Sulla avait pour nom Cormac Naconact, le prince aux cheveux noirs des Gaëls. Ce dernier avait fait le serment de découper le cœur du gouverneur et de le manger cru. C'est donc ainsi que Sulla, accompagné de la garde personnelle qui ne le quittait jamais, fit route vers l'ouest, en direction de la tour de Trajan et de son commandant, le belliqueux Caius Camillus, qui n'aimait rien tant que prendre la place de son supérieur lorsque les vagues rouges de la guerre venaient lécher le pied du mur. Un arrangement guère régulier, mais le légat de Rome ne venait que rarement en visite dans cette île lointaine. De plus, du fait de sa richesse personnelle et de ses intrigues, Titus Sulla était l'homme le plus puissant de Bretagne. Bran, sachant tout cela, attendit patiemment son arrivée dans la hutte déserte, où il avait élu domicile. Par un soir grisâtre, il s'aventura à pied sur la lande, silhouette sombre et saisissante, se découpant sur le feu pourpre du couchant. Il ressentit l'incroyable antiquité de cette contrée assoupie, tandis qu'il s'avançait comme s'il était le dernier survivant sur terre après la fin du monde. Il aperçut enfin un signe de vie humaine, une hutte grossière faite de torchis et de boue séchée, nichée parmi les roseaux au cœur du marécage. Une femme l'accueillit depuis sa porte ouverte, et les yeux sombres de Bran s'étrécirent d'un noir soupçon. Elle n'était pas vieille, mais la sagesse maléfique des temps reculés se lisait dans son regard. Ses rares vêtements n'étaient que loques, les boucles noires de ses cheveux, emmêlés et en désordre, lui conférant un aspect sauvage, qui se mariait bien au décor sinistre qui l'entourait. Ses lèvres rouges s'ouvrirent dans un éclat de rire d'où ne perçait aucune gaieté, simplement un soupçon de dérision. Ses lèvres retroussées révélèrent des dents acérées, aussi pointues que des crocs. « Entre, maître, » dit-elle, « si tu ne crains pas d'accepter l'hospitalité de la sorcière de la lande de Dagon. » Bran pénétra en silence dans la hutte et s'assit sur un banc disloqué tandis que la femme s'affairait devant le repas frugal qu'elle faisait cuire au-dessus des flammes d'un foyer crasseux. Il étudia ses mouvements souples, à la limite du reptilien, ses oreilles presque pointues, ses yeux jaunes, curieusement obliques. « Que viens-tu chercher dans les marais, monseigneur ?» demanda-t-elle, se tournant vers lui dans un déhanchement leste de tout son corps. « Je suis à la recherche d'une porte, » répondit-il, le menton posé sur le poing. « J'ai une chanson à chanter au vers de la terre. » Elle se redressa brusquement, laissant échapper une jarre qui s'écrasa sur le foyer. « Voilà des propos bien malheureux, même prononcés par hasard, » balbutia-t-elle. « Il ne s'agit pas de propos hasardeux, mais délibérés, » répondit-il. Elle secoua la tête. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. »« Tu le sais bien, » rétorqua-t-il. « Oh oui, tu ne le sais que trop bien. Ma race est très ancienne. Elle régnait sur la Bretagne avant que les nations des Celtes et des Hellènes aient surgi de la matrice des peuples. Mais mon peuple ne fut pas le premier dans ce pays. Par les taches sur ta peau, par la forme oblique de tes yeux, par la souillure qui coule dans tes veines, je parle en toute connaissance de cause. » Elle resta silencieuse un moment,
ses lèvres incurvées en un sourire, mais son visage demeura indéchiffrable. « Es-tu donc atteint de démence ?» lui demanda-t-elle, « pour venir chercher dans ta folie ce que des hommes robustes ont fui en hurlant dans les airs passés. » « Je cherche à me venger, » répondit-il, « et cette vengeance ne peut être accomplie que par ceux que je veux trouver. » Elle secoua de nouveau la tête. « Tu as entendu le chant d'un oiseau. Tu as fait des songes creux. »« J'ai entendu une vipère siffler, » grogna-t-il, « et je ne rêve pas. Assez de ce dédale de mots. Je cherchais un lien entre deux mondes. Je l'ai trouvé. » « Il n'y a plus de raison de te mentir, homme du Nord, » répondit la femme. « Ceux que tu cherches vivent toujours sous les collines assoupies. Ils se sont mis à l'écart, s'éloignant toujours plus du monde que tu connais. Mais ils se glissent toujours à la surface, à la nuit tombée, pour s'emparer de femmes égarées sur la lande, » dit-il, son regard rivé sur les yeux obliques de la femme. Elle éclata d'un rire malicieux. « Qu'attends-tu de moi ? Que tu me conduises à eux. » Elle rejeta la tête en arrière avec un rire de mépris. La main gauche de Bran se referma comme un étau sur le devant de sa tunique en lambeaux, et l'autre se posa sur la poignée de son arme. Elle lui rit au nez. « Frappe, et sois maudit, mon loup du Nord. Penses-tu qu'une vie telle que la mienne soit si douce que je m'y accrocherai comme un nourrisson au sein de sa mère ?» Bran relâcha sa prise. « Tu as raison. Il est stupide de te menacer. Je vais acheter ton aide. »« Comment cela ?» demanda-t-elle en riant d'une voix empreinte de moquerie. Bran ouvrit sa bourse et fit couler au creux de sa main une rivière d'or. « Une fortune telle que les hommes des marais n'en ont jamais rêvé. » Elle éclata une nouvelle fois de rire. « Que m'importe ce métal rouillé ? Garde-le pour quelque romaine au sein blanc qui saura jouer les traîtresses pour toi. »« Donne-moi ton prix, » la pressa-t-il. « La tête d'un ennemi. » Par le sang qui coule dans mes veines et son héritage de haine ancestrale, qui donc est mon ennemi sinon toi ? Dit-elle en riant. Et sur ces mots, elle bondit et frappa à une vitesse toute féline. Sa dague se brisa sur la cotte de maille que Bran portait sous sa cape. D'un mouvement brusque du poignet, il repoussa avec dégoût la femme qui basculait en travers de sa couche tapissée d'herbe. Allongée sur le dos, elle leva les yeux vers lui et rit. « Je vais te donner un prix puisque tu le souhaites, mon loup. Et il est possible que tu en viennes un jour à maudire la cuirasse qui a brisé la dague d'Atla, » dit-elle tout en se redressant pour venir se coller tout contre lui, ses mains étrangement longues étreignant fébrilement sa cape. « Je vais te le dire, Bran le Noir, roi de Calédone. Oh, je t'ai reconnu quand tu es entré dans ma cabane avec tes cheveux noirs et tes yeux froids. Je te conduirai jusqu'aux portes de l'enfer, si tel est ton souhait. Mon prix sera les baisers d'un roi. » Combien amère et désolée est mon existence, moi que les mortels redoutent et repoussent. Je n'ai jamais connu l'amour des hommes, l'étreinte de bras musclés, l'aiguillon des baisers humains. Moi, Atla, la demi-femme de la bruyère, qu'ai-je connu, à part les vents solitaires des marécages, les mornes feux des couchers de soleil glacés, les murmures des herbes dans les bourbiers, les visages qui clignent des yeux vers moi depuis les profondeurs des mares, les bruits de pas de créatures nocturnes qui avancent dans la pénombre, l'éclat d'yeux rouges, le sinistre murmure d'êtres sans nom au cœur de la nuit. Je suis à moitié humaine au moins. N'ai-je pas connu le chagrin, le désir et les sanglots de mélancolie, ou la sourde douleur de la solitude? Donne-moi ceci, roi, couvre-moi de baisers ardents, et étreins-moi violemment dans tes bras de barbare. Alors, dans les longues et mornes années à venir, je ne serai pas totalement consumé par la jalousie que j'éprouve envers les femmes au sein blanc des hommes, car j'aurai un souvenir que peu d'entre elles pourront se targuer d'avoir, les baisers d'un roi, une nuit d'amour, ô roi, et je te guiderai jusqu'aux portes de l'enfer. » Bran la considéra sombrement. Il tendit la main et saisit son bras dans ses doigts d'acier. Il fut parcouru d'un frisson involontaire au contact de sa peau lisse. Il acquiesça lentement, et l'attirant tout contre lui,
Il se força à baisser la tête à la rencontre des lèvres d'Atla, qui se tendaient vers lui. Les brumes humides et froides de l'aube enveloppaient le roi Bran tel une cape humide et glacée. Il se tourna vers la femme dont les yeux obliques luisaient dans la grisaille. « Remplis ta part du contrat, dit-il sans ménagement. Je cherchais un lien entre deux mondes, et je l'ai trouvé en toi. Je cherche la seule chose qui soit sacrée à leurs yeux. Ce sera la clé qui ouvrira la porte invisible qui se trouve entre eux et moi. Dis-moi comment je peux l'atteindre. » « Je vais le faire, » répondit-elle, et ses lèvres rouges s'incurvèrent en un terrible sourire. « Rends-toi jusqu'au tumulus que l'on appelle le tertre de Dagon. Écarte la pierre qui en obstrue l'entrée, et descends jusqu'à arriver sous le dôme du tertre. Le sol de la chambre intérieure est constitué de 7 grandes pierres. Les 6 premières disposées autour de la 7e. Soulève la pierre qui se trouve au centre, et tu verras. »« Trouverai-je la pierre noire ?» demanda-t-il. « Le tertre de Dagon est la porte qui mène à la pierre noire, » répondit-elle. « Si tu oses emprunter la route. » « Le symbole sera-t-il bien gardé ?» Il relâcha inconsciemment la poignée de son épée passée dans son fourreau. Les lèvres rouges s'incurvèrent une nouvelle fois en un sourire moqueur. « Si tu rencontres quiconque sur la route, tu mourras comme aucun humain n'est mort depuis des siècles innombrables. La pierre n'est pas gardée comme les hommes veillent sur leur trésor. Pourquoi garder ce que jamais personne n'a cherché à dérober? Peut-être seront-ils tout prêts, peut-être pas. C'est un risque que tu dois courir. Prends garde, roi des Pictes, souviens-toi que c'est ton peuple qui, il y a bien longtemps de cela, a tranché le fil qui les retenait à la vie humaine. Ils étaient alors presque humains. Ils arpentaient la contrée tout entière et connaissaient la lumière du soleil. À présent, ils se sont retirés et vivent à l'écart. Ils ne connaissent plus le jour et évitent la clarté de la lune. Ils détestent jusqu'au scintillement des étoiles. Ils se sont retirés loin, très loin, eux qui auraient pu devenir des hommes au fil du temps, s'il ne s'était agi des lances de tes ancêtres. » Le ciel était assombri par une brume grisâtre, à travers laquelle le soleil luisait d'un éclat jaune et froid lorsque Bran parvint au tertre de Dagon, une éminence de forme ronde tapissée d'une végétation à l'aspect fongeoïde étrange. On apercevait sur le flanc est l'entrée d'un grossier tunnel de pierre qui conduisait de toute évidence sous le tertre. Une grosse pierre bloquait l'entrée à la crypte. Bran posa les mains sur ses angles saillants et mit toutes ses forces à contribution. La pierre ne bougea pas. Il dégaina son épée et glissa sa lame dans l'interstice. Se servant de l'épée comme d'un levier, il manœuvra avec précaution et parvint à desceller la grande pierre et à la faire rouler de côté. Une puanteur de charnier s'exhala de l'ouverture. La lumière ténue du soleil ne semblait pas tant éclairer l'entrée du tunnel qu'être souillée par la totale obscurité qui y persistait. Épée en main, prêt à en découdre avec l'inconnu, Bran s'avança à tâtons dans le boyau long et étroit, dont les parois se constituaient de lourdes pierres jointes et à la voûte trop basse pour qu'il puisse se tenir debout. Ses yeux s'étaient peut-être quelque peu accoutumés à la pénombre, où les ténèbres avaient finalement laissé filtrer un peu de la lumière du soleil depuis l'entrée. Quoi qu'il en soit, il parvint dans une chambre ronde et basse, dont il put distinguer les contours et le plafond voûté. Ici, à n'en pas douter, avaient reposé dans les anciens temps les ossements de celui pour qui les pierres de la tombe avaient été assemblées avant d'être recouvertes d'une épaisse couche de terre. Il ne restait à présent plus aucun vestige des ossements sur les pierres. Se penchant juste au-dessus de celles-ci et plissant les yeux, Bran put distinguer l'étrange et inquiétante régularité du sol. 6 dalles parfaitement découpées, disposées autour d'une 7e de forme hexagonale. Il enfonça la pointe de son épée dans une fissure et força prudemment. Le bord de la pierre centrale bascula légèrement vers le haut. Après quelques efforts, il la dégagea complètement et la posa contre la paroi inclinée. Baissant et plissant les yeux, il aperçut l'ouverture noire et béante d'un puits. De petites marches usées conduisaient vers les profondeurs, disparaissant rapidement à la vue. Il n'eut pas un instant d'hésitation.
bien qu'un étrange frisson parcourût sa peau au niveau des omoplates. Il se laissa glisser dans l'abîme et sentit les ténèbres se coller à lui et l'engloutir. Descendant à tâtons, ses pieds butèrent et glissèrent sur des marches trop petites pour des pieds humains. Une main plaquée vigoureusement sur la paroi du puits, il recouvra son équilibre, redoutant de chuter dans ces profondeurs insondables et impénétrables. Les marches étaient creusées à même la roche, mais elles étaient particulièrement érodées. Plus il progressait, moins elles ressemblaient à des marches, se transformant en de simples excroissances de pierres usées. Puis le boyau changea abruptement d'inclinaison. Il descendait toujours, mais suivait à présent une petite pente légère, sur laquelle il pouvait marcher, les coudes collés aux parois et en se penchant bien bas pour ne pas heurter la voûte. Les marches avaient à présent complètement disparu, et la pierre était visqueuse au toucher, comme dans la tanière d'un serpent. Quels êtres, se demanda Bran, avaient pu se coulisser dans ce tunnel déclive, et depuis combien de siècles? Le souterrain se fit de plus en plus étroit, et Bran éprouva des difficultés à poursuivre sa progression. Il se mit sur le dos, pieds en avant, et s'aida des mains pour avancer. Il savait qu'il s'avançait de plus en plus dans les entrailles de la terre. À quelle profondeur il se trouvait, il n'osait même pas l'envisager. Soudain devant lui, une lumière ténue vint comme par magie adoucir la noirceur abyssale. Il eut un rictus sauvage et sans joie. Si ceux qu'il cherchait lui tombaient brutalement dessus, comment lui serait-il possible de se battre dans ce conduit étroit? Mais il avait rejeté au loin toute idée de peur personnelle, au moment même où il avait décidé de se lancer dans cette quête infernale. Il continua à ramper, ne gardant que son objectif en tête. Il parvint enfin dans un endroit plus vaste, où il lui était possible de se tenir debout. Il ne pouvait pas en apercevoir la voûte, mais il eut la sensation d'une immensité vertigineuse. Les ténèbres l'oppressaient de toutes parts. Il distingua derrière lui l'entrée du tunnel dont il venait d'émerger, un puits noir dans l'obscurité. Mais devant lui, une étrange lueur irradiait les abords d'un sinistre autel constitué de crânes humains. Il fut incapable de déterminer la source de cette lumière, mais sur l'autel était posé un lugubre objet, noir comme la nuit, la pierre noire. Les gardiens de la relique n'étaient nulle part en vue, et Bran ne perdit pas de temps à se confondre en prières de remerciement. Il s'empara de la pierre, la cala sous son bras gauche et se faufila dans le tunnel en rampant. Quand il tourne le dos à un danger, un homme sans l'ombre glacée de ce péril planait bien plus sinistrement que lorsqu'il s'avance pour faire face. Bran, se hissant dans le tunnel avec son macabre trophée, eut la sensation que des ténèbres grimaçantes s'en prenaient à lui et se glissaient à sa suite, découvrant leurs crocs dégoulinants. Une sueur glacée perlait sur sa peau, et il se hâta tant bien que mal, tendant l'oreille, guettant quelque bruit furtif qui trahirait les formes impies qui le talonnaient. Il était parcouru malgré lui de frissons de terreur, et les courts poils de sa nuque étaient hérissés, comme si un vent glacé soufflait dans son dos. Lorsqu'il eut atteint la première des marches minuscules, il eut la sensation d'être parvenu à la frontière qui donnait sur le monde des mortels. Il les gravit, trébuchant et glissant, puis, poussant un profond soupir de soulagement, déboucha sur la tombe, dont la grisaille spectrale lui parut pareille à l'éclat du soleil à son zénith, comparé au gouffre stygien dont il venait d'émerger. Il remit la pierre centrale en place et sortit à grandes enjambées vers la lumière du jour. Jamais il ne parut plus heureux de voir l'éclat froid et jaune du soleil, qui dissipait l'ombre des cauchemars ailés de peur et de folie qui semblaient l'avoir suivi depuis les profondeurs. Il fit rouler le bloc rocheux pour le remettre en place. Ramassant la cape qu'il avait laissée à l'entrée de la crypte, il en enveloppa la pierre noire et s'éloigna en hâte, ébranlé dans toute son âme par un profond sentiment de dégoût et de révulsion qui donnait des ailes à ses foulées. Un silence grisâtre recouvrait la contrée. Elle était aussi désolée que la face invisible de la lune, et pourtant Bran pressentait l'existence de formes de vie endormies sous ses pieds, dans la terre brune, et pour se réveiller bientôt, de quelle horrible façon.
Il se fraya un chemin à travers les hauts roseaux qui masquaient à la vue les eaux profondes et silencieuses de l'endroit que l'on appelait le lac de Dagon. Pas une ride ne troublait la surface froide et bleutée pour témoigner de la présence du monstre hideux qui, à en croire les légendes, vivait dans ces profondeurs. Bran scruta avec attention le paysage figé autour de lui. Il n'aperçut aucun signe de vie, humaine ou inhumaine. Il fit appel aux instincts de son âme sauvage pour savoir si des yeux invisibles braquaient leur regard mortel sur lui, mais n'obtint pas de réponse. Il était aussi seul que s'il était le dernier homme sur terre. Il déplia sa cape et en sortit la pierre noire. Tandis qu'elle reposait entre ses mains tel un bloc compact de ténèbres absolues, il ne chercha pas à percer le secret du matériau qui la constituait, ni de déchiffrer les mystérieux caractères gravés sur sa surface. La soupesant et estimant la distance, il la jeta au loin, de telle sorte qu'elle tomba exactement au milieu du petit lac. Les eaux l'accueillirent avec un clapotement sourd, avant de l'engloutir. Elles miroitèrent un instant au sein du lac, lançant des éclairs étincelants. Puis la surface bleutée redevint aussi calme et étale qu'auparavant. La femme hybride se retourna vivement comme Bran s'approchait de sa porte. Ses yeux obliques s'écarquillèrent. « Toi, vivant et saint d'esprit !»« Je suis allé en enfer, et j'en suis revenu, » grogna-t-il. « De plus, j'ai trouvé ce que je cherchais. » « La pierre noire !» s'écria-t-elle. « Tu as vraiment osé la voler ? Où est-elle ?»« Peu importe, mais la nuit dernière, mon étalon a henni de frayeur dans sa stalle, et j'ai entendu quelque chose se briser sous ses coups de sabot frénétiques. Et ce n'était pas la cloison. Quand je suis allé voir ce qui se passait, j'ai vu du sang sur ses sabots et sur le sol. J'ai aussi entendu des bruits furtifs dans la nuit, qui provenaient de sous le sol de terre battue, comme si des vers creusaient leur galerie bien en dessous de la terre ferme. Ils savent que j'ai volé leurs pierres. M'as-tu trahi ? » Elle secoua la tête. « J'ai gardé le secret. Ils n'ont pas besoin de moi pour savoir qui tu es et ce que tu as fait. Plus ils se sont retirés du monde des hommes, plus leurs pouvoirs ont grandi, empruntant des voies étranges et inconnues. Un jour, à l'aube, on retrouvera ta cabane désertée, et si des hommes osent tenter de comprendre, ils ne trouveront rien, à l'exception de petits morceaux de terre friable sur le sol. » Bran eut un sourire terrifiant. « Je n'ai pas planifié et œuvré de la sorte pour tomber maintenant entre les griffes de la vermine. S'ils me terrassent en pleine nuit, ils ne sauront jamais ce qui est advenu de leur idole, quoi qu'elle représente pour eux. Je désire leur parler. »« Oserais-tu m'accompagner et les rencontrer en pleine nuit ?» demanda-t-elle. « Par le tonnerre des dieux, » grogna-t-il. « Qui es-tu pour me demander si j'oserais ? Conduis-moi à eux et laisse-moi négocier ma vengeance cette nuit même. L'heure du châtiment approche. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai aperçu le reflet de casques argentés et de boucliers étincelants à travers les marais. Le nouveau commandant est arrivé à la tour de Trajan, et Caius Camillus marche en direction du mur. » Ce soir-là, le roi traversa l'étendue désolée des Landes aux côtés d'Atla, qui resta silencieuse. La nuit était épaisse, engourdie, comme si la contrée était plongée dans un sommeil immémorial. Les étoiles scintillaient vaguement, simples taches rouges et minuscules, tentant de percer la pénombre qui semblait retenir son souffle. Leur éclat était moindre que celui qui brillait dans les yeux de la femme, qui paraissait comme glisser aux côtés du roi. D'étranges pensées firent frémir Bran, diffuses, titanesques, primordiales. Les liens ancestraux qui le liaient à ces marécages assoupis s'agitaient au fond de son âme et le perturbaient avec leurs silhouettes fantasmatiques issues de rêves monstrueux et voilés dans les brumes du temps. Il eut la douloureuse conscience de l'ancienneté incroyable de sa race. Là où à présent il s'avançait en hors-la-loi et en étranger, des rois aux yeux sombres dont il descendait et avait l'apparence avaient régné dans les temps jadis. Les envahisseurs romains et celtes étaient comme des étrangers dans cette île, comparés à son peuple. Et pourtant, ceux de sa race avaient aussi un jour été des envahisseurs, et il y avait une race encore plus vieille que la sienne, dont les origines se perdaient et se dissimulaient au-delà du noir oubli de l'Antiquité.
Devant eux se dressait une série de collines basses qui formaient l'extrémité orientale de ces chaînes, qui se perdaient au loin avant de s'élever pour former les montagnes du pays de Galles. La femme le conduisit le long de ce qui pouvait être un sentier de berger et s'immobilisa devant l'entrée béante et noire d'une grande caverne. « Une porte conduisant à ceux que tu cherches, ô roi !» dit-elle avec un éclat de rire qui prenait des accents haineux dans la pénombre. « Oses-tu y pénétrer ?» Ses doigts se refermèrent sur ses mèches emmêlées, et il la secoua violemment. « Si tu me demandes encore une seule fois si j'ose, grinça-t-il, ta tête vole de tes épaules. Je te suis. » Le rire d'Atla fut comme un venin mortel et mielleux. Ils pénétrèrent dans la caverne, et Bran battit le silex sur l'acier. La flamèche d'Amadou lui découvrit une salle vaste et poussiéreuse. Des nuées de chauves-souris étaient suspendues à la voûte. Il alluma une torche et la brandit devant lui, examinant les recoins enténébrés, ne voyant rien d'autre que de la poussière et des roches nues. « Où sont-ils » grogna-t-il. Elle lui fit signe de la suivre au fond de la caverne, où elle s'adossa comme négligemment contre la paroi irrégulière. Mais les yeux acérés du roi surprirent le mouvement de main, tandis qu'elle appuyait fortement sur une protubérance de la roche. Il recula craintivement, et au même instant, un puits noir et circulaire s'ouvrit soudainement à ses pieds. Une nouvelle fois, le rire d'Atla le transperça comme une lame d'argent acérée. Il brandit la torche au-dessus de l'ouverture et vit pour la seconde fois de petites marches usées qui s'enfonçaient dans les ténèbres. « Ils n'ont plus besoin de ces marches, dit Atla. Autrefois, oui, avant que ton peuple les chasse dans les ténèbres. Mais toi, en auras-tu besoin ?» Elle planta la torche dans une niche au-dessus du puits. Elle répandait une faible lueur rougeâtre dans la noirceur en dessous. Elle lui fit signe de se glisser dans l'ouverture. Bran dégaina son épée et entreprit sa descente. Alors qu'il s'enfonçait dans le mystère des ténèbres, la lumière au-dessus de sa tête disparut soudain. Un instant, il crut qu'Atla avait refermé le passage sur lui. Puis il se rendit compte qu'elle descendait à sa suite. La descente ne dura guère de temps. Bran sentit soudain que ses pieds heurtaient un sol ferme. Atla se laissa glisser à ses côtés et resta dans le mince cercle de lumière qui filtrait depuis le haut. Bran était incapable de voir les contours de l'endroit dans lequel il était parvenu. Atla parla, d'une voix qui semblait ténue et étrangement frêle au sein de cette immensité. De nombreuses cavernes dans ces collines ne sont que des portes qui mènent aux cavernes plus vastes qui se situent en dessous. Tout comme les paroles et les actes des hommes ne donnent qu'une piètre idée des pensées glauques qui se nichent dans les profondeurs et les recoins obscurs de l'esprit humain. À cet instant, Bran décela un mouvement. L'obscurité fut envahie de bruits furtifs qui ne ressemblaient pas à ceux que produisaient des pieds humains. Des étincelles jaillirent brusquement, flottant fugitivement dans le noir tel des lucioles. Elles se rapprochèrent pour finalement former un demi-cercle autour de Bran. Au-delà apparurent d'autres étincelles, jusqu'à devenir une véritable mer compacte qui allait se perdre dans l'obscurité. Les plus lointaines n'étaient que de minuscules taches de lumière. Bran comprit qu'il s'agissait des yeux obliques des êtres qu'il cherchait, et qui étaient venus à lui en nombre tel que son cerveau vacilla à ce spectacle, et en prenant conscience de l'immensité de la caverne. À présent qu'il faisait face à ses adversaires immémoriaux, toute peur avait quitté Bran. Il sentit les terribles ondes de menace qui émanaient de ces créatures, la haine sinistre, le danger inhumain qu'elles représentaient pour le corps, l'esprit et l'âme. Il était bien plus que le simple membre d'une race plus jeune, et il comprit toute l'horreur de sa situation. Pourtant, il n'éprouvait pas de crainte, même s'il était confronté à la terreur ultime des rêves et des légendes de sa race. Son sang battait furieusement dans ses veines, mais c'était en raison de l'ardente exultation face au danger, et non sous l'effet de la terreur. « Ils savent que tu as la pierre, ô roi, » dit Atla. Il avait beau savoir qu'elle avait peur, sentir ses efforts pour empêcher ses membres de trembler, il n'y avait aucun frémissement d'effroi dans sa voix. « Tu cours un danger mortel, » reprit-elle. « Ils connaissent ceux de ta race depuis longtemps. Oh, ils se souviennent des jours où leurs ancêtres étaient des hommes. Je ne peux pas te sauver,
Nous mourrons tous les deux comme aucun humain n'est mort depuis 10 siècles. Parle-leur si tu veux. Ils peuvent comprendre ta langue, même si tu ne comprendras pas la leur. Mais cela ne servira à rien. Tu es un être humain, et un Picte. Bran éclata de rire, et le cercle de feu recula, comme craintif, face à la sauvagerie contenue dans son rire. Dégainant son épée avec un crissement d'acier propre à glacer l'âme, il s'adossa à ce qu'il espérait être une solide paroi de pierre. Faisant face aux yeux luisants, agrippant son épée dans sa main droite et son poignard dans la gauche, il éclata de nouveau d'un rire qui ressemblait au grondement d'un loup sanguinaire. « Oui, grogna-t-il, je suis un Picte, un fils de ces guerriers qui ont chassé vos ancêtres bestiaux devant eux et les ont dispersés comme un fétu de paille dans un orage. Qui ont aspergé la terre de votre sang et érigé des pyramides de vos crânes pour faire un sacrifice en hommage à la femme de la lune. Vous, qui avez jadis fui devant ma race, vous osez à présent grogner après votre maître? Jetez-vous sur moi, essayez donc de me submerger, ici et maintenant si vous l'osez. Avant que vos crocs de vipères boivent ma vie, je faucherai votre multitude comme du blé mûr. J'empilerai vos crânes pour ériger une tour et vos cadavres déchiquetés pour en faire un rempart. Chiens des ténèbres, vermine de l'enfer, vers de la terre. Déferlez donc et venez vous frotter à mon acier. Lorsque la mort me trouvera dans cette sombre caverne, ceux qui auront survécu hurleront quand ils verront les dizaines d'entre vous qui auront succombé. Et vous aurez perdu à jamais votre pierre noire, car moi seul sais où elle est dissimulée, et aucune des tortures de tous les enfers ne pourront arracher le secret de mes lèvres. » Un silence oppressant s'ensuivit. Bran faisait face aux ténèbres mouchetées de poings lumineux, tendu comme un loup aux abois, se préparant à leur assaut. À ses côtés, la femme tremblait de peur, ses yeux embrasés. Puis, de l'anneau silencieux qui ondoyait au-delà du cercle de lumière, s'éleva un murmure diffus et répugnant. Bran, pourtant prêt à toute éventualité, sursauta. Dieu, ceci était-il vraiment le langage de créature que l'on désignait autrefois sous le nom d'homme? Atlas se raidit, écoutant avec attention, et les mêmes sons sibyllins s'échappèrent doucement de ses lèvres. Bran, qui avait percé le terrible secret de sa véritable nature, sut alors qu'il ne pourrait plus jamais la toucher sans éprouver une répugnance qui l'ébranlerait jusqu'au tréfonds de son être. Elle se tourna vers lui et un étrange sourire incurva ses lèvres rouges, presque imperceptiblement dans la lueur spectrale. « Ils te craignent, ô roi. Par les noirs secrets de Herlier, qui es-tu donc pour que l'enfer lui-même tressaille devant toi? Ce n'est pas ton acier qu'ils redoutent, mais la férocité nue de ton âme qui a imprégné leurs étranges esprits, d'une peur à laquelle ils ne sont pas habitués. Ils te rachèteront la pierre à n'importe quel prix. »« Bien, » déclara Bran, en rengainant son arme. « Ils doivent promettre de ne pas s'en prendre à toi, en raison de l'aide que tu m'as apportée. Et... » ronronna-t-il doucement tel un tigre en chasse. « Ils remettront entre tes mains Titus Sulla, gouverneur d'Eboracum, qui assure en ce moment le commandement de la tour de Trajan. Je sais qu'ils peuvent le faire. Comment ? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que dans les anciens temps, à l'époque où mon peuple livrait la guerre à ses enfants de la nuit, des nourrissons disparaissaient de huttes pourtant gardées, et personne ne voyait jamais les ravisseurs arriver ou repartir. Ont-ils bien compris ? » Les sons s'élevèrent de nouveau tout aussi bas, et Bran, qui ne craignait pas leur courroux, frissonna de peur en entendant ces terrifiants murmures. « Ils comprennent, dit Atlas. Apporte la pierre noire au cercle de Dagon dans la nuit de demain, au moment où la terre est voilée dans les ténèbres qui précèdent l'aube. Dépose la pierre sur l'autel. C'est là qu'ils te remettront celui-là. Fais-leur confiance. Ils ne se sont pas mêlés des affaires humaines depuis de nombreux siècles, mais ils sauront tenir parole. » Bran acquiesça, fit demi-tour et monta les marches, suivi de près par Atlas. Une fois arrivé, il se retourna et regarda une nouvelle fois derrière lui. Aussi loin que portait son regard, flottait un océan luisant d'yeux obliques braqués sur lui. Mais ceux à qui appartenaient ses yeux prenaient bien garde de rester hors du cercle ténu de la lueur des torches.
et Bran ne put rien voir de leur corps. L'écho de leur voix basse et sibilante monta jusqu'à lui, et il frissonna de peur, comme il se représentait mentalement non une multitude de créatures bipèdes, mais une myriade de serpents grouillants, oscillant lentement et dardant vers lui leurs yeux brillants et fixes. Il se hissa sur le sol de la caverne supérieure, et Atla remit en place la pierre qui obstruait l'accès au puits. Et Bran fut incapable de discerner la moindre fissure dans le sol, en apparence plein de la caverne. Atla esquissa un geste pour éteindre les torches, mais le roi l'en empêcha. « Laisse-la allumer jusqu'à ce que nous parvenions à l'extérieur, » grogna-t-il. « Nous pourrions marcher sur une vipère dans le noir. » Le rire tout à la fois mielleux et haineux d'Atla monta d'une façon démentielle dans l'obscurité vacillante. C'est peu avant le crépuscule que Bran se rendit de nouveau sur les berges envahies de roseaux du lac de Dagon. Jetant au sol sa cape et le ceinturon dans lequel était passée son épée, il se débarrassa de ses courtes braies de cuir. Serrant la lame de son poignard entre ses dents, il se glissa dans l'eau avec la souplesse et l'aisance d'un phoque. Il nagea vigoureusement jusqu'au centre du petit lac, où il s'immobilisa avant de plonger. Le lac était plus profond qu'il l'avait imaginé. Il lui sembla que jamais il n'en atteindrait le fond. Et lorsqu'il y parvint, ses mains tâtonnantes manquèrent de trouver ce qu'il cherchait. Un puissant bourdonnement dans ses oreilles le prévint, et il remonta à la surface. Aspirant l'air à grandes goulées, il plongea une nouvelle fois, là encore sans résultat. Il se lança dans les profondeurs une troisième fois, et enfin ses mains rencontrèrent un objet familier, pris dans la vase. Il s'en saisit et remonta vers la surface. La pierre n'était pas particulièrement volumineuse, mais elle était lourde. Il nageait sans se presser, lorsque soudain, il prit conscience d'une curieuse agitation dans les eaux tout autour de lui, qui n'était pas causée par ses propres mouvements. Plongeant la tête sous l'eau, il tenta de sonder du regard les profondeurs bleutées, et crut voir une ombre indistincte et colossale se mouvoir dans l'eau. Il nagea plus vite, non qu'il soit effrayé, mais par prudence. Ses pieds touchèrent le fond et il pataugea péniblement, jusqu'à remonter sur la berge. Il se retourna alors et vit les eaux tourbillonner, puis redevenir calmes. Il secoua la tête et proféra un juron. Il n'avait pas tenu compte de l'ancienne légende, qui voulait que le lac de Dagon soit l'antre d'un monstre marin sans nom, mais il avait à présent le sentiment qu'il en avait réchappé de peu. Les mythes surannés de cette vieille contrée prenaient forme et s'animaient sous ses yeux. Quelle créature de l'aube des temps rôdait sous la surface de cet étang perfide? Bran ne pouvait le deviner, mais il se dit que les hommes des marais avaient une bonne raison pour éviter cet endroit après tout. Il se rhabilla, enfourcha son étalon noir et traversa la lande, sous la pourpre triste des derniers rayons du couchant, la pierre noire enveloppée dans sa cape. Il se dirigeait non vers sa cabane, mais vers l'ouest, dans la direction de la tour de Trajan et du cercle de Dagon. Tandis qu'il franchissait les miles qui le séparaient de son objectif, les étoiles rouges disparurent. Minuit trouva Bran dans une nuit sans lune, et il galopait toujours. Son cœur brûlait du désir de se retrouver face à Titus Sulla. Atla avait jubilé à l'idée de voir le Romain se tordre sous la torture, mais le Picte ne partageait pas son sentiment. Le gouverneur aurait sa chance. Avec la propre épée de Bran, il affronterait la dague du roi Picte et il vivrait, ou mourrait, selon ses prouesses. Celui-là était réputé dans toutes les provinces pour son habileté à l'épée, mais Bran ne doutait pas de l'issue du duel. Le cercle de Dagon se trouvait à quelque distance de la tour. Un anneau sinistre de grandes pierres nues, planté à la verticale, avec un grossier autel de pierre en son centre. Les Romains considéraient ces menhirs avec révulsion. Ils croyaient que les druides les avaient érigés et les Celtes pensaient que c'était le peuple de Bran, les Pictes. Bran savait bien quant à lui quelles mains avaient dressé ces sinistres monolithes, dans des airs oubliés, même s'il ne pouvait que vaguement deviner à quelle fin. Le roi ne gagna pas directement le cercle. Il était rongé par la curiosité de savoir comment ces sinistres alliés avaient l'intention de mettre leurs promesses à exécution. Qu'il puisse se saisir de Titus Sulla au beau milieu de ses hommes, il n'en avait aucun doute, et il pensait savoir de quelle façon il s'y prendrait. Des scrupules commencèrent à l'envahir, comme s'il avait fait commerce avec des puissances d'une ampleur inconnue, et qu'il avait libéré des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. Chaque fois qu'il se remémorait ce murmure reptilien, ses yeux obliques de la nuit précédente, il était parcouru d'un frisson glacé.
Ils étaient déjà repoussants à l'époque où son peuple les avait chassés dans les cavernes sous les collines. Il y avait bien longtemps de cela. Quel changement de longs siècles de régression avait-il bien pu imprimer sur eux? Dans leur vie enténébrée et souterraine, avait-il conservé le moindre attribut humain? Quelque instinct lui intima de se diriger vers la forteresse de Trajan. Il savait qu'il en était proche, et sans les ténèbres épaisses, il aurait pu apercevoir ses sinistres contours se profiler sur l'horizon. Mais même ainsi, il aurait dû pouvoir la distinguer vaguement. Un obscur et terrifiant pressentiment le secoua. Il éperonna son étalon, le lançant au galop. Soudain Bran chancela sur sa selle, comme s'il avait reçu un coup, tant il fut stupéfait par le spectacle qui s'offrait à ses yeux. L'inexpugnable tour de Trajan n'existait plus. Le regard ébahi de Bran se porta sur un titanesque tas de ruines, pierres brisées, blocs de granit effondrés, desquels saillaient des poutres aux extrémités déchiquetées et fendues. Dans l'un des angles, une tourelle se dressait au milieu des décombres de maçonnerie, vacillant dangereusement, comme si ses fondations avaient été sapées sur un côté. Bran descendit de cheval et s'avança, désorienté et ébahi. Le fossé était comblé par endroits par des éboulis de pierres et de pans de murs brisés. Il le traversa et se retrouva au milieu des ruines. Un horrible silence régnait là où, comme il le savait, quelques heures auparavant, les salles résonnaient encore du pas martial des légionnaires, et les murs envoyaient les échos du cliquetis des boucliers et de la clameur de puissantes sonneries de trompettes. Presque sous les pieds de Bran, une silhouette disloquée se tordait et gémissait. Le roi se pencha au-dessus du légionnaire qui gisait dans la mare poisseuse de son propre sang. Il suffit d'un regard au Picte pour voir que l'homme, horriblement mutilé et broyé, agonisait. Soulevant la tête ensanglantée, Bran posa sa gourde sur les lèvres tuméfiées, et le Romain but machinalement, avalant l'eau à travers ses dents brisées. Dans la faible clarté des étoiles, Bran vit ses yeux vitreux se révulser. « Les murs se sont écroulés, marmonna le moribond. Ils se sont abattus, comme les cieux au jour du jugement dernier. Ah, Jupiter, le ciel pleuvait des éclats de granit et des grêlons de marbre. Je n'ai pas senti la terre trembler, dit Bran en fronçant les sourcils intrigués. Ce n'était pas un tremblement de terre, murmura le Romain. Cela a commencé la nuit dernière. Avant l'aube, un bruit presque imperceptible provenant de sous la surface de la terre, comme si quelque chose grattait ou griffait. Nous autres sentinelles l'avons entendu. On aurait dit des rats qui labouraient la terre, ou des vers qui creusaient la galerie. Titus nous a rayonnés, mais les bruits ont persisté toute la journée. Puis, à minuit, la tour a frémi et a paru vouloir s'affaisser, comme si les fondations avaient été sapées. Un frisson parcourut Bran MacMorne. Les vers de la terre. Des milliers de vermines creusant telles des taupes au-dessous de la forteresse, rongeant les fondations. Dieu, la région devait être truffée de tunnels et de cavernes. Ces créatures étaient encore moins humaines qu'il l'avait imaginé. Quelle sinistre forme des ténèbres avait-il invoqué à son aide? « Qu'est-il advenu de Titus Sulla » demanda-t-il, portant de nouveau sa gourde aux lèvres du légionnaire. En cet instant, le Romain agonisant lui paraissait presque comme un frère. Au moment même où la tour s'est mise à trembler, nous avons entendu un cri terrifiant provenant des appartements du gouverneur. Marmonna le soldat. Nous nous sommes précipités. Nous entendions ces hurlements suraigus, tandis que nous enfoncions la porte. Puis ils ont semblé s'éloigner, comme s'ils parvenaient désormais des entrailles de la terre. Nous nous sommes précipités à l'intérieur. La chambre était vide. Son épée maculée de sang gisait au sol. Un trou noir béait entre les dalles du sol. Puis les tours ont vacillé. Le toit s'est effondré et j'ai rampé au milieu d'une tempête de murs qui s'écroulaient. Un violent spasme secoua la silhouette disloquée. « Repose-moi à terre, mon ami, » murmura le Romain. « Je meurs. » Il avait cessé de respirer avant que Bran puisse s'exécuter. Le Picte se redressa
nettoyant machinalement ses mains. Il se hâta de quitter l'endroit. Tandis qu'il galopait à travers les marais obscurs, le poids de la maudite pierre noire enveloppée dans sa cape était tel un vil cauchemar qui pèse sur le cœur d'un homme. Alors qu'il s'approcha du cercle, il aperçut une lueur étrange qui irradiait en son centre, de sorte que les pierres longilignes se découpaient nettement, faisant penser aux côtes d'un squelette, au sein duquel brûlait un feu magique. L'étalon renacla et se cabra, comme Bran l'attachait à l'un des menhirs. Il prit la pierre et pénétra dans le sinistre cercle. Il aperçut Atla, qui se tenait sur le côté de l'autel, une main posée sur sa hanche, son corps sinueux oscillant tel celui d'un serpent. L'autel tout entier brillait d'une effrayante lueur, et Bran comprit que quelqu'un, probablement Atla, l'avait enduit de phosphore, tiré de quelque marais ou bourbier fétide. Il s'avança à grands pas et arracha d'un geste la cape qui entourait la pierre, avant de jeter la maudite chose sur l'autel. « J'ai rempli ma part du contrat, » grogna-t-il. « Et eux, la leur » rétorqua-t-elle. « Vois, ils arrivent. » Il pivota sur ses talons, et sa main se porta instinctivement vers son épée. À l'extérieur du cercle, le grand étalon poussa un hennissement sauvage et se cabra, tirant violemment sur sa longe. Le vent nocturne gémit à travers les hautes herbes ondoyantes, et un sifflement répugnant vint se mêler à son murmure. D'entre les menhirs s'écoula une vague noire d'ombre, instable et chaotique. Le cercle se garnit d'yeux luisants qui se balançaient au-delà du périmètre de lumière trompeuse que projetait l'autel phosphorescent. Quelque part dans les ténèbres, une voix humaine cacta et gémit avec des accents idiots. Bran se raidit, les ombres d'une horreur venant ronger son âme. Il plissa les yeux, s'efforçant de distinguer les silhouettes de ceux qui l'entouraient, mais il ne put apercevoir que de vagues taches d'ombre cotonneuses qui se soulevaient, s'agitaient et se trémoussaient avec une consistance presque fluide. « Qu'ils remplissent leur part du marché !» s'exclama-t-il d'une voix emplie de colère. « Alors regarde, ô roi !» s'écria Atla, d'une voix d'où perçaient des accents de moquerie. Quelque chose s'agita, remua au sein des ombres mouvantes, et des ténèbres surgit, avançant à quatre pattes comme un animal, une forme humaine qui s'écroula au sol et vint ramper aux pieds de Bran, se tordant et se traînant, levant vers lui un visage au masque de mort, hurlant à la mort comme un chien agonisant. Dans la terrifiante lueur, Bran, ébranlé jusqu'au tréfonds de son âme, vit les yeux vitreux et sans expression, les traits exsangues, les lèvres molles et pendantes couvertes d'écume, d'un être ayant perdu toute raison. Dieu, cette chose était-elle Titus Sulla, le fier seigneur de la vie et de la mort de l'orgueilleuse cité des Boracom? Bran dégaina son épée. « Je pensais délivrer ce coup pour me venger, » dit-il sombrement, « et je le fais par pitié. Où allez, César ?» L'acier étincela dans l'étrange lumière, et la tête de Sulla vola de ses épaules, roulant jusqu'au pied de l'autel luisant, où elle s'immobilisa, les yeux tendus vers le ciel obscur. « Ils ne lui ont fait aucun mal, » lança Atla, dont le rire plein de haine fendit le silence répugnant. « C'est ce qu'il a vu et qu'il a appris qui a brisé son cerveau. Il avait l'esprit lourd et étriqué, comme tous ceux de sa race. Il ne savait rien des secrets de cette ancienne contrée. Cette nuit, il a été entraîné à travers les plus profonds puits de l'enfer, où même toi aurais blêmi. » « C'est une bonne chose que les Romains ne connaissent pas les secrets de cette maudite contrée, » rugit Bran, fou furieux. « avec ces lacs hantés par des monstres, ces villes sorcières, ces cavernes perdues et ces royaumes souterrains où des formes surgies de l'enfer sont engendrées dans les ténèbres. » « Ces créatures sont-elles plus viles qu'un mortel qui va réclamer leur aide ?» s'écria Atla dans un hurlement d'où perçait une joie terrifiante. « Donne-leur la pierre noire !» Un incommensurable sentiment de dégoût ébranla l'âme de Bran d'une rage noire. « Oui, prenez votre maudite pierre !» rugit-il, la soulevant rapidement de l'autel et la projetant de toutes ses forces dans les ombres, avec une telle sauvagerie que des os se brisèrent sous son impact. Un babel de voix terrifiantes s'éleva, et les ombres s'agitèrent en un violent soubresaut. Un segment de la masse noire se détacha pendant un instant, et Bran poussa un cri d'intense révulsion,
même s'il ne fit qu'entr'apercevoir fugitivement la chose, n'eut qu'un bref aperçu d'une tête large et étrangement aplatie, de lèvres molles et flasques qui découvraient des crocs pointus et incurvés, et d'un corps nain et hideusement contrefait, dont la peau semblait couverte de taches, avec lesquelles contrastaient ses yeux reptiliens qui jamais ne sciaient. Dieu, les légendes l'avaient préparé à une horreur à forme humaine, une horreur induite par un visage bestial et un corps rabougri et difforme, mais ceci était une horreur née des cauchemars et de la nuit. « Retournez en enfer et apportez votre idole avec vous !» hurla-t-il, brandissant ses poings fermés vers les cieux, comme les ombres épaisses reculaient, refluaient et s'éloignaient de lui telles les eaux abjectes de quelque marée ténébreuse. Vos ancêtres étaient des hommes, quoique étranges et d'aspect monstrueux, mais par les dieux, vous êtes réellement devenus ce que mes aïeux vous ont appelé par mépris. Vers de la terre, retournez à vos trous et vos terriers, vous polluez l'air et laissez sur votre passage la viscosité des serpents que vous êtes devenus. Gonard avait raison. Il y a des formes trop impies pour qu'on s'en serve, même contre Rome. Il bondit hors du cercle, comme un homme fuit le contact d'un serpent lové, et libéra les talons. À son côté, Atla hurlait d'un rire terrifiant, et tous ses attributs humains glissèrent de ses épaules comme une cape dans la nuit. « Roi du pays des Pictes !» s'écria-t-elle. « Roi des imbéciles ! Tu blêmis face à quelque chose d'aussi trivial ? Reste et laisse-moi te montrer les véritables fruits des profondeurs infernales. Fuis, imbécile, fuis ! Mais la souillure est en toi. Tu les as appelés et ils s'en souviendront. Et quand ils l'auront décidé, ils viendront de nouveau à toi. » Il poussa un juron inarticulé et la frappa sauvagement en travers du visage de la paume de sa main. Elle tituba et du sang s'écoula de ses lèvres, mais son rire démoniaque ne fit que devenir plus aigu encore. Bran bondit en selle, saisi de l'incontrôlable furie de retrouver la Seine bruyère et les froides collines bleutées du nord, où il pourrait plonger son épée dans un saint massacre et son âme révulsée dans le tourbillon écarlate de la bataille, et oublier l'horreur qui rôdait sous les marais de l'ouest. Il lâcha les rênes de sa monture frénétique et disparut dans la nuit comme un fantôme traqué, jusqu'à ce que le rire infernal de la femme hybride hurlante meure dans les ténèbres derrière lui.